C'est dingue, en fait, dans un pays qui prône on est dans l'avancement, on parle de tout, on a le droit d'exister, liberté d'expression, liberté de tout, sauf liberté d'être voilé, en fait. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeune et Brillant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler du rapport des jeunes parents à l'école. Un quart d'entre eux déclarent ressentir un conflit de valeurs avec l'institution scolaire. Mais de quoi parle-t-on vraiment ? Entre une école perçue trop rigide ou au contraire pas assez structurante, les tensions grandissent. Alors pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Aminata, auteure du podcast Raconte ta parentalité, fondatrice de SoParks, qui accompagne les jeunes et leurs familles. Et ensemble, on va explorer ces incompréhensions. Bonjour Aminata. Salut Marion, tu vas bien ? Bah ouais, ça va et toi ? Oui, très bien, merci, je suis très contente d'être là. Bah moi aussi, je suis contente de te recevoir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es et ton parcours ? J'aime bien savoir d'où mes invités, ce qu'ont fait mes invités avant. Alors, du coup, je m'appelle Aminata. De façon intrinsèque, je suis issue d'une famille de 7 enfants. Okay. J'ai grandi dans le 94 puis dans le 93. J'ai fait des études en psychologie et en sociologie, puis ensuite je me suis orientée vers l'animation. Finalement, j'ai adoré les enfants, j'ai laissé tomber l'école et j'y suis revenue plus tard pour devenir éducatrice spécialisée. Okay. Je suis maman de 3 enfants, j'ai 3 filles qui ont 12 ans, 13 ans et bientôt 17. Et voilà, aujourd'hui, fondatrice et directrice générale de SoParks, qui travaille sur 4 axes, l'éducation, la parentalité, la citoyenneté et l'insertion. Et voilà. Plus jeune, on me disait que j'étais bavarde. Finalement, j'en ai fait mon métier. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi consiste SoParks, du coup ? C'est quoi votre activité ? Du coup, notre activité, nous, on aime bien dire que c'est d'abord créer des instants d'échange de qualité, favoriser des instants où les gens peuvent se rencontrer. On va travailler avec les jeunesses, mais aussi avec les familles et les professionnels. Aujourd'hui, on propose que ça soit des ateliers autour du podcast, des débats. On propose des espaces parentalité et alors c'est pas vraiment de la formation, mais plutôt de la masterclass parce qu'on aime ce côté transversal avec les équipes qui travaillent surtout en lien avec la jeunesse et les familles. Ok, trop bien. Et du coup, en fait, si je comprends bien, c'est les parents et les jeunes, ils peuvent venir en dehors des cours pour écouter tes masterclass, c'est ça ? Ouais, en fait, pas vraiment. Si tu veux, aujourd'hui, on travaille avec les institutions, beaucoup, donc les établissements scolaires, les structures services jeunesse ou autres, les associations qui font aussi appel à nous, et les familles dans le cadre des maisons de quartier. Du coup, on va être sollicité parce qu'il y a une problématique et un besoin. Et ensuite, on va proposer effectivement des ateliers qui sont souvent ouverts grand public, mais aussi pour des groupes bien spécifiques. Ok. Donc tout à l'heure, je parlais un peu de conflit de valeurs entre les familles et l'école. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois ? Oui, clairement, je pense qu'aujourd'hui, il y a une réelle défiance entre l'école et les familles. Je pense que c'est multifactoriel, hein, il y a plein de raisons, mais effectivement, on sent que il y a une barrière en fait, comme si la communication était rompue. Mais de l'autre côté, on voit aussi de plus en plus d'établissements ouvrir leurs portes aux familles. On voit que ça fonctionne. Je pense que c'est aussi beaucoup lié à la personne qu'incarne le chef d'établissement. Ok, parce que nous justement là dans une étude qu'on a sortie récemment, on a eu un chiffre, c'est que 56% des parents voudraient plus de contact avec l'école justement. Et donc du coup ils sont en demande. Est-ce que tu dirais que tu vois les écoles qui vont de plus en plus vers les familles ? Alors, ce qui est certain, c'est que on sent, et on nous le dit de toute façon quand on fait appel à nous, qu'il y a une réelle envie de l'école d'être en lien avec les familles. C'est une obligation déjà dans un premier temps, mais ils ont envie d'aller plus au contact des familles. Les familles aussi vont dire qu'elles souhaitent aussi être accueillies à l'école, mais c'est paradoxal
parce que quand il y a des espaces parentalité qui sont proposés, même les réunions, il faut voir les réunions de début d'entrée, il y a très peu de parents qui viennent. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a pas longtemps, j'ai enregistré une chronique sur l'éducation sexuelle et affective, et la personne me disait que les parents demandent, et au final, quand les écoles font des ateliers sur ces thèmes-là, en fait, il y a très peu de parents qui viennent, et les seuls qui viennent, c'est des parents qui sont déjà informés, qui ont pas forcément, entre guillemets, ils apprennent toujours des choses, mais c'est pas les plus en besoin sur ces sujets. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Ouais. C'est paradoxal, et en même temps, de mon point de vue personnel, ça s'explique. Ça veut dire que aujourd'hui, le lien avec l'école, les parents qui sont éloignés de l'école, ils vont être interpellés uniquement quand ça va pas. Les résultats scolaires ne vont pas, le comportement ne va pas. Du coup, le rapport qui s'est installé, c'est un rapport de quand mon téléphone sonne et que c'est l'école, il y a un problème. Ou en tout cas, il y a une alerte que je veux entendre ou pas. Alors que dans ce même lieu, on va proposer un temps d'échange qui est demandé aux familles, mais on a un peu peur du format qui va être... voilà, moi je suis maman, j'ai 3 enfants, pourtant je suis sensible à plein de causes, mais... les cafés des parents, selon comment ils vont être amenés. J'ai pas envie, après une journée de travail, d'aller écouter quelque chose de descendant ou de culpabilisant. Pourtant, ils font l'effort. C'est ce que tu ressens, toi ? Ce que je ressens et ce que j'entends beaucoup. Maintenant, on sent une envie de faire différemment, mais dans les faits, ça reste quand même quelque chose d'assez descendant. Et la deuxième chose, je pense aussi que c'est la façon de communiquer. Aujourd'hui, tout passe par l'ENT. Il y a dans les quartiers prioritaires, mais pas seulement, il y a énormément de familles qui ne lisent pas. Il y a d'autres familles qui sont pas à l'aise avec l'outil informatique. Du coup, le fait que les informations passent par le biais de Scolengo, Pronote ou autre, ça pose déjà un problème. C'est-à-dire qu'on a du mal à toucher la cible. Ok. Et toi, en tant que mère, est-ce que tu dirais que tu es en accord un peu avec l'école de tes filles ou plutôt le contraire ? Enfin, comment ça se passe, toi ? Alors, moi, j'ai pendant très longtemps, en fait, depuis que mes enfants sont rentrés à l'école, j'ai toujours été parent d'élèves. L'année dernière, j'ai été présidente de la FCPE sur un établissement scolaire. Donc déjà, le lien avec l'école, il est plus facile parce que du coup, les questions de fond, on les a. Cependant, ça n'empêche qu'il y a des années où... alors, en primaire, maternelle, primaire, franchement, le lien parent-école, moi, super bien passé. Il y a beaucoup plus de proximité. Déjà, on est devant l'école à 8h30, à 16h30, voilà. Au collège, ça a été plus difficile. Donc, au début, il y a eu des moments un peu de tension parce que des désaccords, des incompréhensions ou des règles qui étaient à remettre en question, qui étaient posées de façon historique. Permis à points, ok, mais bon, ça fonctionne sur des enfants qui perdent pas beaucoup de points. Un enfant qui perd 20 points dans la journée. C'est quoi ça ? Permis à points, c'est par exemple, les gamins ont un permis, il y a 20 points dessus, et quand tu poses problème, tu perds des points. Okay. Sauf que du coup, quand j'en perds 5 à la journée, permis à points, il a pas de sens. Enfin, donc il y a des choses comme ça qui posaient problème. Après, dans le rapport aussi, des fois... c'est condescendant, la façon dont l'approche... donc oui, il y a eu des moments où j'étais pleinement moi-même en désaccord avec certaines choses. Et puis, quand les chefs d'établissement changent, il y a aussi une autre prise de contact. Donc au début, c'est un peu dans la confrontation. Et finalement, une fois que les gens se rendent compte que l'intérêt est commun, et ben maintenant, ça fonctionne. Et dans ces moments-là, tu fais quoi ? Tu vas t'embrouiller avec les profs ? Alors, non. Non, par contre, ce qui est certain, c'est que je leur fais bien savoir que mes filles ont des parents. Du coup, dès qu'il y a un problème, j'ai tendance quand même à alerter sur le fait qu'il y a, demander un rendez-vous tout de suite. Ouais. Et souvent, moi, en tout cas, ma technique, c'est quand j'arrive, je demande d'abord comment ça se passe pour ma fille, quel genre d'élève elle est qu'elle est régulière dans les devoirs, est-ce qu'elle pose problème. J'attends bien que l'enseignant me dresse un tableau de ma fille. Ouais. Et là, je vais me pointer du doigt. Alors, comment ça se fait que voilà. Et du coup, c'est pas forcément arrivé qu'on aille à la confrontation. Peut-être avec des animateurs un peu plus, quand elles étaient un peu plus jeunes, où là,
Ouais, faut des fois montrer... et c'est dommage, d'ailleurs. Des fois, il faut sortir les crocs pour qu'on vous prenne au sérieux parce qu'on confond gentillesse et politesse. Ouais. Mais c'est bien, n'empêche, de un peu aller plus loin dans ce genre de réflexion. Parce que moi, par exemple, quand j'étais petite, je me rappelle que mon père, c'est lui qui s'occupait beaucoup de moi. Il était tout le temps d'accord avec les profs, genre. Alors que des fois, il y avait des injustices. Donc je trouve ça un peu... je trouve ça cool de... Après, je suis souvent... chercher à comprendre un peu ce qui se passe. Je suis souvent d'accord avec... en fait, je suis souvent d'accord avec les profs. Ce qui va me poser problème, moi, c'est le respect qui va être donné. C'est OK, t'es prof, pas de problème. Par contre, parle à mon enfant avec respect. Ouais. Explique-lui les choses. Et il y a certaines injustices qui sont pas normales. Travail collectif. Toi, ton enfant, il a bossé dur. Il se retrouve forcément en binôme avec les plus agités, ceux qui travaillent moins parce que du coup, elle a un tempérament calme. Et finalement, à la fin, elle va se manger une note qui est pas à l'image du travail fourni. Et on va te répondre, oui, c'est la vie. Non, c'est pas la vie. Mais par contre, là où je vais être d'accord avec eux, c'est sur le cadre. Par exemple, il y a pas longtemps, ma fille, elle a oublié son carnet de correspondance. Dans le règlement, c'est tu restes jusqu'à 17h. Son papa était la chercher à 15h. Ils ont refusé de laisser l'enfant sortir. Parce qu'elle n'avait pas son carnet ? Ouais. Alors, c'est strict, c'est strict et en plus, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que son père est là. Le carnet, si tu veux, pourquoi ils ne sortent pas ? C'est parce que il est dit que si tu n'as pas ton carnet, on ne peut pas vérifier l'horaire, etc. Donc, tu finis à 17h. C'est OK. Mais si ton parent vient, pourquoi tu ne lui donnes pas l'enfant ? Tu vois, donc c'est des contresens qui vont justement créer du conflit. Je suis son père, pourquoi vous ne la laissez pas sortir ? Okay. Mais finalement, la petite, on l'a quand même laissée en lui disant ça t'apprendra la prochaine fois. Donc, pas toujours d'accord, non. Et est-ce que tu dirais que un peu ces fractures-là sont plus marquées dans certains milieux sociaux ou culturels ou c'est un peu partout pareil ? Alors, j'ai pas été partout. Ouais. Donc, ma réponse, elle va être uniquement liée à ce que moi, je vois autour de moi. Moi, je pense que clairement, il y a une injustice, oui. Selon le quartier où t'es, selon ta maîtrise de la langue. Dans la même école, je suis sûre que on va pas avoir le même rapport quand on a été nous-mêmes faire des études, qu'on maîtrise la langue. Ouais. Et des fois, on voit des parents qui arrivent, c'est compliqué. La façon dont on leur parle, c'est un peu condescendant. Il y a des fois du mépris. T'as déjà vu ça, genre ouais, je le vois souvent. Ok. Donc pas du tout dans la compréhension, quoi, l'école un peu à ce niveau-là. En fait, c'est une fausse compréhension. C'est-à-dire, je vois bien que la personne ne parle pas, donc je vais faire un effort de langue. Ouais. Mais cet effort n'est pas assez... ça reste quand même des mots techniques que les gens ne comprennent pas. Il y a un côté hautain avec... et du coup, souvent, en plus, ce sont des publics qui... c'est pas qu'elles ont peur de l'école, mais elles appréhendent ce milieu-là, elles se sentent pas légitimes, elles ont pas étudié, etc. Et quand tu arrives face à quelqu'un qui te prend de haut, lui il sait, toi tu sais pas, ton enfant, c'est compliqué. Et puis aussi dans les postures. Des fois, moi je vois des parents à qui on parle, on dirait que c'est lui qui était dans la cour en train de pousser l'autre gamin, quoi. Non mais grave. Je vois trop ça, genre dès que j'ai l'impression professeur ou CPE, quand tu discutes avec les gens, t'as l'impression d'être toi-même un enfant, quoi. Mais c'est ça, en fait. Et ça, c'est problématique. Ça veut dire que, ouais, OK, mon enfant, il se bat. Vous me le dites. J'essaye de réajuster le tir. Peut-être même que des fois, je réajuste pas. Mais t'es pas obligé de me parler à moi comme si j'étais dans ta cour. Je suis pas un élève. Donc, déjà, je pense que ça aussi, tu vois, tout à l'heure, tu posais la question. Ça aussi, ça crée la distance. Parle comme si on était des gosses, on n'est pas des gosses. Et je voulais revenir un petit peu du coup sur la laïcité. Y a beaucoup de parents qui la jugent trop stricte et d'autres qui la trouvent trop laxiste. Toi, comment t'expliques un peu ces perceptions qui sont opposées ? C'est une vraie question parce que la laïcité, à la base, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros amalgame qui se fait entre la laïcité et la neutralité. Parce que là où ça pose beaucoup de problèmes, c'est souvent à l'école. Ouais. Parce qu'à l'école, en fait, si tu veux, il y a deux lectures. Il y a l'élève
qui lui a le droit de croire ou de ne pas croire, qu'il n'est pas obligé de cacher sa religion. Il est juste obligé de ne pas porter de signes ostentatoires, c'est-à-dire viens pas avec une grande croix, viens pas avec ta kippa, viens pas avec ton voile, mais par contre tu peux avoir un petit signe, une petite chaîne, etc. Et il y a un amalgame qui se fait parce que l'enseignant, lui, qui est fonctionnaire, il a une obligation de neutralité totale. On ne doit pas voir, on ne doit pas savoir. Et le problème, c'est qu'on essaye de faire appliquer aux enfants la neutralité. Donc, il y a une incompréhension. Ouais. Donc, c'est trop rigide parce que c'est pas le principe. Et là où c'est trop laxiste aussi des fois, c'est que y a certains endroits où pour avoir la paix sociale, on laisse passer. Du coup, le jour où ça va trop loin, on veut... Ah ok, il y a des écoles qui font ça. Oui, il y a des endroits, des écoles, mais pas que des écoles, parce que il y a aussi les centres de loisirs, etc. Il y a des endroits où on est moins regardant. Okay. On veut un peu la paix sociale. Okay. Maintenant, sur certaines choses, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire le voile, il est interdit et toutes les écoles l'appliquent. Il n'y a pas d'établissement scolaire qui va laisser passer, etc. Mais de l'autre côté, du côté des enseignants, moi je vois encore régulièrement des enseignants qui ont une petite croix sur leur chaîne, qui ont un tatouage gravé, tu vois. Et du coup, c'est ok, mais alors tu mets un col roulé, t'as un tatouage, c'est l'été, tu mets des manches longues. Et du coup, l'enseignant, lui, son tatouage sur le bras qu'on voit, personne ne va rien dire. Je pense que si on rappelait à tout le monde que la laïcité à la base c'est la séparation de l'État et des églises et que l'islam, le judaïsme, tout ça, ce n'était pas en fait, il y avait pas ces questions-là. C'est la société qui a bougé. Mais du coup, rappelez-vous, et c'était pas la séparation de l'État et de l'islam. Ouais. Et toi, il y a des familles que tu as accompagnées qui illustrent un peu ces tensions-là ou... Ah ouais. T'as une petite anecdote à nous raconter? J'en ai plein. Par exemple, je vais t'en citer une qui explique une incompréhension qui vient créer du conflit. Il y a une maman qui m'interpelle et qui me dit « Aminata, je comprends pas. Dans l'établissement scolaire de ma fille, le voile est interdit. Donc, elle ne doit pas porter le voile. On est OK avec ça. Et pour autant, le jour de la remise des diplômes ou le jour de l'inscription scolaire, elle arrive, elle est voilée et on la laisse s'inscrire ou on la laisse récupérer son diplôme. C'est la même école, je comprends pas. Et donc, elle dit, du coup, forcément, ma fille, elle trouve ça injuste le lendemain quand on va lui demander d'enlever son voile alors que la veille, elle l'avait pas. Ouais. Et la maman dit, c'est du racisme, nanana. Et en fait, on a pris le temps de décortiquer. Je lui dis, mais est-ce que c'est juste l'élève n'a pas le droit d'être voilé dans l'enceinte de l'établissement pendant les cours à l'école. Quand il vient s'inscrire, c'est pas un élève. C'est un enfant et sa famille qui vient s'inscrire à l'école. Quand il vient à la remise d'un diplôme, il a fini son cursus. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a une tolérance, mais tu vois, ça donne lieu à plein d'incompréhensions. Ouais, la nuance est très fine quand même. Elle est très fine. Et du coup, tu vois, par exemple, un établissement qui va, dès le départ, dire pas de voile dans l'enceinte de l'établissement, que ça soit pour les inscriptions, les remises de diplômes, tout. Ok. Par contre, celui qui va faire une différence sur les temps, si tu l'expliques pas. Ouais. Et c'est fou parce que je me pose la question, est-ce qu'on laisse suffisamment de place à ces discussions à l'école? Je sais pas du tout. Enfin, c'est un sujet qui est tabou. Il est tabou. Il devient tabou parce que personne ne sait comment en parler et tout le monde a peur. Il y a quelque chose qui s'est cristallisé. Les gens, du coup, quand on parle de la foi, tu parles de l'intime des gens. Du coup, personne n'ose trop y aller. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est on n'en parle pas, ça n'existe pas, ça n'a pas. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, on sort à tout va la carte de la laïcité. Laïcité, hop, 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 hop. Ouais. Et du coup, non, ça n'existe pas. Le débat n'existe pas, alors qu'il a besoin d'exister. Ouais. Et tu penses que les jeunes, ils ressentent un décalage entre leur identité personnelle et du coup leur cadre scolaire? Je peux pas répondre à la place des jeunes parce que je suis pas jeune, mais j'imagine quand même, selon les échanges que je peux avoir avec certains d'entre eux, que la grosse difficulté, c'est cette injustice, en fait. Ça donne vraiment l'impression que
tout ce qui touche à la laïcité, c'est que pour les musulmans. C'est que pour les musulmans. Et du coup, ça leur pose un problème parce que d'un côté, tu leur dis que tu as le droit d'exister et d'être. Et en fait, c'est pas ma confession qui m'empêche d'être un excellent élève. De l'autre côté, tu le montres du doigt. Puis après, il y a les médias, il y a la surenchère, etc. Donc, ça pose un problème dans la construction identitaire, des fois. Parce qu'en plus. C'est triste en vrai quand même. Hein. C'est triste, ouais. Parce que c'est hyper. Enfin, je sais pas, tu dois avoir tout le temps l'impression d'être pointé du doigt, d'être stigmatisé. Ouais. Tu vois, tu parlais d'anecdotes. J'anime un atelier qui s'appelle Parole de filles. Ouais. Donc c'est une petite causerie entre filles et on parlait laïcité. Et moi, on le sait, mais en fait, le fait de l'entendre de la bouche d'une enfant de 19-20 ans, elle me dit, donc elle est voilée, elle me dit, mais Aminata, si tu savais le regard, comment on nous regarde dans la rue, dans le transport, on est tout le temps pointé du doigt, des fois on nous crache dessus. Il y a des gens qui se permettent de nous interpeller en nous disant mais rentre dans ton pays. Elle dit c'est tellement violent. Mais ça va pas. Ouais, ça va pas du tout. Et du coup, si on crée pas des espaces où les enfants peuvent en parler justement de ce problème lié à la laïcité, de leur mal-être, bah du coup on résout pas ce problème. C'est très grave. Tu sors dans la rue, on t'insulte de moins que rien, de merde, t'as pas le droit d'exister. Et du coup, bah, tout ça, elles le portent sans avoir d'espace où le dire. Donc forcément, ça se traduit par de la colère, par de la haine et par le rejet de tout votre système. Et c'est très grave parce que le port du voile à l'école, c'est la loi qui vient imposer ça. Mais par contre, ce qu'elle dit, c'est que dès que t'as la conscience, dès que tu peux ne pas être dans le mimétisme, et ben là, c'est autorisé. Donc, dans les études supérieures, c'est autorisé. Et du coup, c'est paradoxal parce que tu es en train de dire aux jeunes, quand tu arrives dans les études supérieures, ça y est, tu es consciente, t'es mûre, donc tu peux porter ton voile. Du coup, tu laisses le jeune s'installer là-dedans. Et quand il rentre dans le monde du travail, il est violenté par cette discrimination. Alors que finalement, si tu continues sur les règles de l'école, donc pas de voile, pas de signe ostentatoire, pas de kippa, rien du tout dans l'enceinte des études. Quand ils arriveraient dans le monde du travail, ça serait logique. Et en même temps, c'est pas normal de devoir interdire. Tu vois, c'est aux entreprises de faire un effort. Et à un moment donné, on est dans une société où on est tous différents, on a des croyances différentes, des non-croyances. Et sur plein de choses, ça avance. Sur la place des homosexuels, ça avance. Sur la place des femmes, ça avance. Et sur la place des femmes voilées, ça n'avance pas. Ça recule même, j'ai l'impression. Ça recule. Ouais. C'est dingue, en fait, dans un pays qui prône on est dans l'avancement, on parle de tout, on a le droit d'exister, liberté d'expression, liberté de tout, sauf liberté d'être voilée, en fait. Tu veux que je dise le fond de ma pensée, vraiment? En fait, je pense que ça fait peur aux gens, mais la vraie question, c'est qui a fait peur aux gens? C'est tous ceux qui prennent la parole sur des médias à grande audience et qui disent un paquet de merde. Et du coup, ça va être en continu. Donc forcément, ça fait peur. C'est toutes ces amalgames qu'il y a eu entre les terroristes et les musulmans, alors que tu peux poser la question à n'importe quel musulman croyant, il te dira un acte de barbarie, c'est un acte de barbarie. Mais bien sûr. T'entendras même des gens dire, il est pas musulman. Enfin, ce qu'il fait, c'est pas du tout. Mais par contre, toutes ces amalgames qui font des raccourcis entre un terroriste et un musulman font que la société en a peur. Et je vais aller plus loin. Moi, je suis tout le temps sidérée quand il y a un drame, une torture, une barbarie qui va se passer. Quand c'est un non-musulman, on va entendre se dégénérer, cette personne atteinte de problèmes psychiatriques, etc. Et quand c'est un musulman qui a posé l'acte, ce terroriste ou ce jeune musulman issu des quartiers prioritaires a... Et même c'est beaucoup plus médiatisé que quand
quand c'est une personne, un blanc, quoi. Non seulement c'est médiatisé, mais pourquoi on dit pas ce chrétien, ce juif, ce bouddhiste, tu vois, cet athée, on le dit pas, en fait, tu l'entends jamais. Alors pourquoi, quand c'est un musulman, on vient dire ce musulman a... C'est hors propos. Ouais. Donc ouais, ça fait peur à force. Ouais, c'est un peu triste pour ces jeunes femmes quand même. Pour en revenir aux femmes qui portent le voile. Et d'ailleurs, je parlais de notre alternante, mais il y a aussi des études qui avaient mis en compétition 3 CV identiques, et juste avec une personne qui s'appelait genre Clémentine, une autre qui s'appelait, je sais pas, Nadia, et qui avait pas de voile, et une autre qui s'appelait un nom à consonance musulmane, et qui portait le voile, et la personne, alors que c'était exactement les mêmes CV, hein, mais les entreprises ont rappelé que la Clémentine, quoi. C'est ça. Enfin bref. C'est ça. Mais quand on en prend conscience, il nous reste que 2 solutions. C'est-à-dire soit faire en sorte que ces jeunes gens puissent passer des steps, casser les plafonds de verre, mais on a besoin aussi pour ça du concours d'un maximum d'entreprises, d'un maximum de personnes qui soient à la tête d'entreprise pour ouvrir la porte et changer la donne. Sans ça, ce sera pas possible. Et on a besoin aussi de valoriser ces jeunes qui ont presque pas honte, parce que en fait, t'as une partie qui est résignée, qui se dit, et l'autre partie qui du coup va abuser, va exagérer pour dire bah si j'ai le droit d'exister, ça te fait chier, tant pis pour toi. Et sinon la deuxième voie, ça va être quoi? Ça va être effectivement une forme de radicalisation, parce que du coup à force on va se retrouver face à des gens qui vont se renfermer, qui vont créer leur propre modèle, et du coup c'est pour ça que ça devient communautaire. C'est parce qu'à un moment donné, s'ils voulaient pas des gens d'un côté, les gens vont se rassembler entre eux et créer leur propre... C'est ce qui est en train de se passer. Ouais. Et justement, on parlait des entreprises là. Toi, est-ce que tu penses que... Je me posais cette question l'autre jour. Est-ce que tu penses que les entreprises, elles devraient faire de la discrimination positive? Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros, se forcer à embaucher des personnes... soit des personnes noires, des personnes arabes, des personnes porteuses de handicap et autres. Ouais. En fait, je suis assez mitigée, parce que je trouve que c'est déjà dramatique de devoir faire de la discrimination positive. Oui, c'est dramatique. Mais en même temps, le fait est, c'est que le constat réel, c'est que la discrimination, elle impacte les jeunes des quartiers, elle impacte les jeunes issus de confession musulmane partout, elle impacte les Noirs. Donc forcément oui, mais on voit aussi que les entreprises qui essayent de laisser de la place, de faire de la diversité, l'égalité des chances, elles ont du mal à toucher les publics visés. Elles ont des postes, mais elles n'ont pas les publics, parce que peut-être que dans l'approche, ça reste quand même encore trop condescendant. Ouais, et je pense que oui. Maintenant, vu la situation, c'est dramatique. Et en même temps, je sais pas trop. Je suis mitigée, parce que je me dis, tu vois, moi, je suis une femme noire issue du quartier populaire. Si je travaille dans une entreprise qui me recrute uniquement parce que je suis une femme noire, ça me pose problème. Et du coup, de travailler dans un milieu où en fait, on veut pas de moi. Tu vas être stigmatisée directement, quoi. Même si on veut de toi, mais tu vas être la personne noire qu'on a embauchée, quoi. Ouais. Donc, et du coup, il y a une autre sélection qui va se faire. C'est on prendra, parce qu'on n'a pas le choix, mais on prendra le meilleur, le plus clair, celui, tu vois, ça va être une autre forme de discrimination, et ça écartera et comme les quotas ethniques sont interdits en France, tu peux pas garantir qu'il y ait une vraie mixité. Peut-être qu'il y a une entreprise qui décidera de prendre des Asiatiques parce que voilà, ça passe bien pour eux. Il y en a d'autres qui décideront de prendre plutôt des personnes à peau noire, d'autres qui préféreront prendre plutôt des Maghrébins. Mais du coup, en fait, ça va créer une autre forme de discrimination. Ça soulèverait la question de quelle diversité est mieux que l'autre. C'est encore plus grave. C'est horrible. Ouais. Toi, t'as bossé dans des quartiers prioritaires de la ville ou pas?
J'ai bossé beaucoup et jusqu'à aujourd'hui dans les quartiers prioritaires de la ville, oui. Ok. Et est-ce que tu dirais que les familles elles rencontrent des difficultés un peu des difficultés spécifiques à l'école, plus que dans les quartiers qui sont pas prioritaires? À l'école, tu veux? Ouais. Oui, clairement. Déjà, beaucoup de quartiers prioritaires villes sont dotés d'écoles qui sont très vieilles, qui sont vétustes. Ouais, ils mettent pas du tout de budget dans les écoles. Ouais, il n'y a pas forcément, en tout cas, le confort. Des fois, voilà, c'est comme si il y a certains quartiers, quand tu arrives, tu vois l'école, même si tu invisibilisais le quartier, tu pourrais dire cette école-là, elle est forcément dans un quartier prioritaire. Ouais. Il y a peu d'écoles, il y a peu de quartiers prioritaires qui sont dotés de belles nouvelles écoles. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement au regard des publics, au regard des difficultés qu'on peut rencontrer dans les quartiers prioritaires, il y a un écart qui se creuse avec, en tout cas, on va dire l'accès à la scolarité, à la réussite, c'est un sujet parce que des fois, il y a des familles qui peuvent pas forcément aider. Et l'autre chose, c'est que ce qui est certain, c'est que dans ces quartiers-là, il y a des familles qui ont encore plus envie que d'autres de voir leurs enfants réussir. Et ça, c'est assez banalisé parce que on se base sur des chiffres, sur la fréquentation des familles dans les écoles. Pourtant, ce sont à 90% des gens qui ont encore plus envie que n'importe qui que leur enfant réussisse. Et ça se traduit comment, ça ? Ça se traduit par une forme de déterminisme, mais aussi de résilience. C'est-à-dire que même si vous me renvoyez que vous aimez pas ce que je représente, je vais toujours porter ce discours auprès de mon enfant de tu dois travailler dur, tu dois réussir, fais des études, ferme les yeux. Et tu vois, même ce truc de tu dois travailler 2 fois plus dur, c'est pas normal. Un enfant, tu dois juste lui dire travaille à l'école pour pouvoir exercer le métier de ton choix. Et aujourd'hui, c'est devenu travaille 2 fois plus dur. Attention, toi, le comportement, toi, on va pas te louper, etc. Donc, en fait, ça oblige les familles à avoir un discours auprès de leur enfant qui, déjà, entache l'estime d'eux-mêmes. Et puis après, les problématiques qu'on va retrouver sont les problématiques qu'on retrouvera chez des Français un peu partout. En zone rurale, c'est exactement la même chose. Après, voilà, il y a des questions il y a des enjeux de précarité. Tu vois, par exemple, quand tu vas convoquer un parent sur des horaires où il travaille, souvent, ce sont des familles qui emploient qui sont en emploi pas précaire, mais en tout cas, tu peux pas sortir de l'école comme ça, tu peux pas prendre ton portable. Donc, du coup, forcément, t'es absent. Et quand, ton niveau social est bas, t'es obligé d'aller remplir le frigo. Enfin, ta priorité, c'est d'aller remplir le frigo. Ouais. Même si tu as envie que ton enfant réussisse, t'es constamment en train de penser à comment je vais remplir le frigo, comment je vais payer les factures, comment. Et du coup, t'es beaucoup moins disponible pour faire autre chose. T'essayes, mais force est de constater que n'importe qui serait dépassé. Et toi, comment tu penses qu'on pourrait recréer un lien de confiance, on aime bien dire ça chez Berlot, entre l'école et les familles? Plus d'humanité. Plus de communication, mais pas de la communication que quand ça va mal. Ouais. Beaucoup plus de respect. Et surtout, un traitement juste, sans préjugés. Il y a des familles qui vivent dans les quartiers prioritaires qui s'en sortent très bien, qui travaillent, qui ont un revenu qui leur permet d'avoir une vie confortable. Et du coup, faut pas partir du principe que dans les quartiers prioritaires, il y a que des enfants problématiques, il y a que des enfants dans des familles, voilà. Parce que la société, elle a changé, il est temps de regarder avec d'autres lunettes. La société a bougé. Ouais. Donc, les gens sont dans les quartiers prioritaires, mais certains, ils restent pas par besoin ou par envie, mais parce qu'à un moment donné, se loger ailleurs, là aussi, il y a de la discrimination.
Donc, tu vas rester dans ton quartier, quel que soit ton train de vie, parce que tu trouveras pas forcément quelqu'un qui va te louer un bien dans un autre endroit. Donc, ça aussi, c'est une réalité. Et du coup, tant que l'école n'aura pas cette clé de lecture, elle continue à considérer les gens comme... en tout cas, elle les voit pas comme ils sont et pas comme ils ont évolué. Et je pense qu'il faut une approche plus humaine. Et puis, il faut ouvrir l'école. Tu vois, là, on était vendredi dernier à Ozoir-la-Ferrière, école ouverte, 19h-21h, repas partagé, débat sur la parentalité, la place des pères, 170 personnes. Oh, trop donc, bien. En plein quartier prioritaire. Donc, les gens, déjà, quand tu leur proposes quelque chose à des horaires qui leur conviennent, c'est-à-dire quand ils sont pas en train de travailler, ils viennent. Et effectivement, le café des parents un samedi matin, moi, perso, je me lève pas pour y aller. Ouais. Et même leur proposer un petit truc à manger, un petit truc sympa, quoi. Voilà. Que ça soit attrayant. Ouais, attrayant. Tu vois, là, là, excuse-moi, là, tu mets vraiment le doigt, c'est-à-dire, propose rien. Ouais. Sinon. Ouais. Mais des choses que respecte les gens, et les respecter, c'est par ce que tu leur proposes, tu vois. Et tu vois, tu parlais de comment favoriser le lien entre l'école et les familles. Bah, quand tu reçois une famille, si tu la reçois, tu lui proposes, vous voulez boire un thé, un café, et même quand tu la reçois pour des choses qui sont pas agréables à entendre, c'est pas la même chose, tu vois. T'es pas obligé de la recevoir en étant derrière ton bureau. C'est quelque chose de froid, on va parler quelque chose de délicat. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur l'accueil. Ouais, et ça, je pense en fait, il faudrait aussi former les enseignants à gérer ce genre de moments où ils doivent annoncer des choses négatives aux parents. Je pense qu'ils sont pas du tout formés à ça. Du coup, ils sont peut-être eux-mêmes stressés et du coup, ils rendent le moment hyper négatif. Ouais, en plus, c'est difficile parce que tu vois, ce matin, on était encore en train de faire le tour de certains établissements scolaires pour proposer, pour organiser les sensi qui sont déjà programmés. Et en fait, quand tu les rencontres, les enseignants, la plupart d'entre eux essayent de bien faire, ont conscience de ça, veulent proposer des choses plus ludiques, etc. C'est comme pour tout. On met en lumière les enseignants, parce qu'il y en a, qui sont là, mais limite tu te dis mais qu'est-ce que tu fais là, mais c'est comme dans tous les métiers, mais c'est d'eux qu'on parle beaucoup, et du coup ça invisibilise et ça crée de la frustration pour tous ceux qui se battent pour leurs élèves. Et après oui, il y a une question de formation, mais maintenant l'éducation nationale, c'est un truc, c'est verrouillé de tous les côtés, c'est fermé. Ça veut dire que même tu voudrais proposer des temps d'échange avec les enseignants justement pour être dans un transfert de compétences. Ça veut dire, nous, on est tous les jours dans les quartiers, on parle à nos semblables, pour dire comme c'est-à-dire, on vient nous-mêmes des quartiers, on est issus des quartiers, pourtant, on a des diplômes, on a une posture, on sait parler. Ouais. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait dans les quartiers, on pourrait être le trait d'union avec l'école. Sauf que du coup, l'éducation nationale, tout se fait à l'interne. Tout est verrouillé. Les associations, elles arrêtent pas de le dire. Enfin, c'est la croix et la bannière pour rentrer, les agréments, etc. C'est la croix et la bannière. Donc, en fait, et puis après, c'est pareil. T'as l'agrément pour faire des ateliers pour les enfants. Mais toi, lambda de dehors, tu vas pas venir parler au corps enseignant. Parce que c'est, tu vois, pas touche. Donc, c'est encore ce qui nous bloque, des postures. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu dirais pour finir à des jeunes parents qui galèrent un peu à avoir un contact avec l'école ou avoir un contact bienveillant, on va dire, des bonnes relations, voilà, chercher. Bah, aux parents, alors, parce que tu vois, on a parlé de l'institution et des reproches qu'on peut leur faire dans leur façon d'être condescendante, etc. Les parents, c'est pareil, à la marge, mais quand même de plus en plus, il y en a dans leur posture, dans leur façon de s'adresser, quand il y a un conflit, dans le déni qu'il peut y avoir aussi quand on pointe du doigt très rapidement des problématiques. Je pense que certains doivent se détendre. Mais clairement, il faut se détendre. Quand on te dit que ton enfant a une problématique, on n'est pas en train de l'insulter, en fait. Ça s'accompagne, ça se travaille, etc. Ouais. Après, encore une fois, comment on te le dit ?
Il y a des parents avec lesquels ça se passe très bien, des parents ils sont agressifs, mais c'est à l'image de la société. Il y en a, qu'est-ce que t'as pas dit? Donc je pense que pour certains parents, faudrait peut-être conscientiser que nos enfants nous appartiennent pas. Très dur. J'imagine. Parce que c'est nos enfants, c'est notre chair, on les aime, etc. Mais on est là pour veiller sur eux, mais ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à la société et ils vont prendre leur envol. Donc pour que ça fonctionne, il faut que tous les adultes qui soient autour de l'enfant, à un moment donné, soient cohérents. Et c'est possible que si on travaille ensemble, main dans la main, tant qu'il y a cette défiance, c'est pas possible. Donc ça oblige aussi l'État. Donc j'invite la ministre de l'Éducation nationale, Madame Borne, à se pencher réellement sur cette question de, pour travailler sur cette défiance entre les familles et l'école, il faut des temps qui soient propices à ça, mais ce qui sous-entend qu'il faut dégager dans le temps de travail des enseignants et des chefs d'établissement des heures qui soient payées pour ça. Parce que ça reste un travail. C'est une vocation, mais ils travaillent. Ouais. C'est-à-dire que déjà toute la journée, parce qu'on n'a pas parlé des publics qui ont changé. Avant, tu étais vraiment enseignant. Aujourd'hui, il y a un dépassement de fonction. Ils sont enseignants, ils sont éducateurs, ils sont référents, ils sont voilà. Et du coup, tout ça, c'est toujours en plus. Ah ouais, mais et s'ils le font pas, on va leur dire, ouais, bah en fait, t'es pas très investi. Mais nous, quand on va bosser, si notre patron nous demande des heures de bénévolat tous les jours parce que les clients ont besoin de favoriser le lien entre Carrefour et sa clientèle, enfin, c'est payé. Tout travail mérite salaire. Donc, je pense que s'ils étaient, en tout cas, s'ils avaient des enveloppes qui étaient dédiées à ça, ça fonctionnerait parce que dans toutes les écoles, il y en a qui veulent que ça bouge. Ouais, c'est sûr. Toi, c'est des sujets que tu abordes chez SoParks ? C'est des sujets qu'on aborde au quotidien, c'est un peu notre cœur d'action. Maintenant, c'est pareil, on va beaucoup l'aborder avec les familles, on va beaucoup l'aborder avec les fédérations de parents d'élèves, mais là où ça a vraiment nécessité d'être abordé, c'est-à-dire au sein des établissements scolaires, là... C'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est inaccessible, quoi. Ok. C'est verrouillé de toutes les... Et puis après, quand tu les rencontres et que tu les entends et que tu les écoutes, leurs conditions de travail aussi, c'est compliqué. Donc, au bout d'un moment, les gens, ils deviennent hermétiques parce que... Ils n'ont plus envie, ils sont grave à bout, quoi, j'ai l'impression. Moi, je pense qu'il faudrait mettre des éducateurs spécialisés dans toutes les écoles de France. Tu vois, je pense que le système d'éducation est complètement à réformer, la société a bougé, les écoles, elles sont aux antipodes des besoins des enfants et des familles d'aujourd'hui. Il faudrait tout reconstruire. Sauf que c'est un dinosaure et je pense que les gens ont peur de le faire alors qu'il faut le repenser l'école. La société a bougé, les problématiques des enfants sont pas les mêmes, les familles ne sont pas les mêmes. Du coup, ce système-là, il fonctionne pas. Ouais, c'est trop ancestral, quoi. Ouais, c'est trop poussiéreux. Du coup, comment on bénéficie de SoParks là, si on veut une petite masterclass? Si on veut un atelier via SoParks, c'est simple. Alors déjà, on a un site internet où on peut trouver un petit peu les différents ateliers qu'on fait. Sinon, on a une adresse mail où on peut nous contacter, donc ami@gmail.fr. On peut nous retrouver aussi sur Instagram et sur LinkedIn. Ok. Et puis voilà. Je mettrai tes petites infos. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aminata. En tout cas, c'était super enrichissant et intéressant. J'aurais aimé discuter pendant 2 heures avec toi. Merci et à bientôt. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Le podcast en partenariat avec le média MCE. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucun épisode.